Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la première course de 86. Donc dans cette vidéo, je vais faire une analyse et une review de cette première partie de l'anime et on finira par voir quand est-ce que la deuxième partie de la saison va arriver. Bon, comme j'aime bien le faire, je vais commencer par la critique et donc je vais d'abord parler des points négatifs que j'ai pu constater. Je préfère le dire directement, mais je n'ai pas trouvé de gros points négatifs qui gâchent l'œuvre sur son scénario et son développement, du moins dans cette partie 1, mais juste quelques petits défauts par-ci par-là que je trouve dommages et qui auraient pu être évités. Premièrement, le scénario de base qui est classique et ressemble beaucoup à d'autres animés de la même lignée. On est dans un monde futuriste où la technologie a beaucoup évolué, le pays du personnage principal qu'on suit est en guerre avec un pays voisin, et la guerre se fait entre des robots pilotés par des humains. C'est pas comme s'il avait une chier d'animé avec le même scénario, mais bon, c'est qu'un petit détail mais je tenais quand même à le souligner. Ensuite, même le personnage principal, donc Lena au début de son développement, est du déjà vu. Je reviendrai sur les termes exacts dans la review, mais en gros ici Lena c'est la fille qui doit diriger sa faction dans la bataille contre l'ennemi, et vu qu'elle connaît la condition où sont les soldats 86 et l'image qu'ils ont dans le pays, elle est attristée et révoltée. Donc au début on se retrouve avec une fille qui passe son temps à s'excuser dès qu'il y a des morts et qui fait que de dénoncer la situation à son commandant. En somme un personnage bienveillant et gentil de base mais qui est impuissant et fait que de s'indigner. Mais heureusement son développement dont je parlerai après est incroyable et corrige cela. Ensuite ce qui m'a dérangé c'est la façon dont on te présente Shin aka Undertaker en mode il est limite invincible, où là il est considéré comme un dieu de la mort, il est très dangereux pour les handlers et il en a déjà poussé plus d'un à la folie et au suicide, attention. Et puis même dès qu'on le voit sur le champ de bataille on te le montre comme le brin ténébreux sans cœur totalement cheaté et supérieur aux autres. Je pense clairement que c'est la présentation de personnage que je trouve le plus nul et absolument pas stylé. Par exemple, dans la saison de Classroom of the Elite, l'unique saison de Classroom of the Elite. C'est vraiment pas gentil. Quand ça a fait pareil avec le personnage principal de l'anime, de mon côté ça stonks négativement et du coup ce perso ne m'intéressait plus du tout. Heureusement c'est pas le cas ici car encore une fois, tout comme Lena, Shin possède le meilleur développement de personnage de l'anime, ce qui change ma vision sur lui. Et le dernier point qui pour le coup je trouve juste dommage, c'est qu'à chaque fois qu'un des personnages de l'escadron Spearhead meurt, juste avant on te fait toujours un mini développement du perso en question pour rien en soi, et on essaie de te faire t'attacher à lui pour qu'une fois qu'il meurt tu sois bien triste et empathique sur sa disparition. Bien sûr que les morts qu'on nous montre ça concerne surtout les personnages secondaires et carrément tertiaires, et c'est logique que ce genre de moments faut le rendre marquant surtout vu le contexte de l'animé. Mais faut pas toujours aller au point où limite on te sort les violons et les mouchoirs pour que tu pleures. On a fini avec les points négatifs dont je voulais parler dans cette vidéo. Je vous ai dit qu'il y en avait peu et j'espère que ça continuera comme ça dans la deuxième partie de l'animé. Bon, maintenant on va parler des points positifs. On peut souligner la belle animation que nous propose A1 Pictures et les OST faits par Sawano qui sont comme d'habitude d'une qualité luxueuse. Tout d'abord, je vais directement le dire, ce que j'ai adoré c'est la tournure que prend l'animé à l'épisode 7. Cette révélation qui change totalement le scénario et qui a également augmenté mon intérêt pour l'anime qui jusqu'à là était moyen. J'ai l'impression de me répéter mais je reviendrai dessus en détail dans la review. Ensuite, ce que j'ai adoré c'est sur quoi l'anime s'est attardé à développer autant pour le scénario que les personnages. En soi, je trouve que cet anime c'est un peu un mix entre SNK et Darling in the Franxx. SNK pour cette situation dans 86 avec le district totalement écarté des autres et qui rappelle beaucoup l'île du paradis et les murs de SNK. Dans les deux cas, ça montre une isolation vis-à-vis du reste du monde. Et dans 86, on te rajoute cette différence où on voit le point de vue des deux côtés du district et qui rend encore mieux le développement de l'histoire. Bon, je préfère pas dire la révélation de SNK pour éviter de potentiellement spoil, mais dans 86, la tournure est très ressemblante. D'ailleurs, je pense pas être le seul à l'avoir remarqué, mais la situation de 86 à quelques différences près m'a fait rappeler une vraie guerre avec un certain Kudo a été censuré afin d'éviter que la vidéo soit supprimée. Abonne-toi et mets le j'aime chacal. Pour le côté Darling in the Franxx, je pense que tous ceux qui l'ont vu ont de vite remarqué la similitude entre le groupe de l'animé et le groupe de l'escouade Spearhead, c'est-à-dire des deux côtés des gosses qui n'ont pas une vie de gosse, toujours là à devoir faire la guerre, ils n'ont pas une vie qu'ils devraient avoir, ils ont peu de moments de repos pour profiter et s'amuser, apprendre à mieux se connaître, etc. De plus, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, dans l'épisode 11 de 86, Kurena arrive carrément à nous montrer que quelque chose que nous considérons comme chiant, donc l'école, est quelque chose d'incroyable. Bon, en même temps, je pense qu'à peu près tout est incroyable comparé à faire la guerre. Je parlais de ce point surtout pour montrer à quel point c'est pas normal la vie que ces gosses ont. Et là où je trouve que 86 c'est mieux que Darling in the Franxx, c'est que là au moins ça a bien décidé de développer la peur de mourir quand les membres de l'escouade. Et ça montre à quel point la situation est horrible et comme ça peut arriver chaque jour. Et oui, car la plus grosse reproche que j'ai pour Darling in the Franxx, c'est que l'anime ne développe absolument pas ce point. Quand le groupe découvre un moment qu'ils peuvent mourir chaque jour et qu'ils sont utilisés pour faire la guerre, ça dure 2 minutes où ils sont choqués et se remettent en question, puis après ils s'en battent les couilles et tout part sur le développement de Zerochu et Hiro.
Alors que là, pour 86, on a beaucoup d'épisodes où la peur de mourir, etc. est développée parfaitement. Et on a également eu le droit à un développement de la relation entre Lena et Shin, certes beaucoup plus minime et pas autant développée que celle de Zero Two et Hiro, mais toujours là. Et c'est malheureux de savoir que cette relation ne sera plus développée car on comprend parfaitement à l'épisode 11 que Shin est mort. Pour le reste des points positifs, vu que c'est en rapport avec le scénario et le développement des personnages, je propose d'en parler durant la review de ces 11 épisodes. J'ai même envie de dire. Ok, let's go. Je passe au moment de la discussion entre le colonel Karlstahl et Lena car à part apprendre que le père de Lena est mort et qu'il était dans la même philosophie qu'elle sur les combattants 86, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Du coup, la première scène intéressante, c'est quand Lena suit le cours donné par un commandant des élèves et que la propagande anti-86 est montrée. Ce professeur explique les prouesses de la République de San Magnola pour se défendre contre l'empire de Djihad qui leur a déclaré la guerre il y a 9 ans. Comme ils envahissent les 86 dans le district 86 pour qu'ils combattent et défendent les citoyens des 85 districts restants, et à quel point eux qui ne sont pas cheveux gris et yeux bleus comme le peuple d'Alba ne doivent pas être considérés comme des humains mais comme des porcs. C'est un sujet et pas si important que ça, mais je trouve ça marrant comme le mot porc est utilisé dans le but de dénigrer autant du côté Alba envers les 86 qu'inversement. Et ces porcs 86 sont utilisés pour protéger le peuple d'Alba qui mérite d'être protégé, en somme une propagande de racisme justifiée par une situation de guerre. Moi perso, je préfère dire que c'est de la fils de p***. Quand Lena explique la réalité, on voit des élèves essayer de la contredire, preuve qu'ils ont déjà adhéré à la propagande. Même le professeur dit d'abord à Lena de se taire car sinon il aura des problèmes, puis il finit par lâcher son venin également en critiquant les 86. On voit également le centre de garde qui était assis, qui finit par partir. Au premier visionnage, je comprenais pas pourquoi, mais maintenant qu'on sait que le but de la République de San Magnola est d'exterminer à long terme les 86, on comprend que ce garde a dû sûrement aller alerter le colonel des propos de Lena et comme elle gêne la propagande. Ce qui gêne vraiment Lena, c'est que les morts des 86 ne sont même pas considérés comme s'ils n'étaient pas humains. Et le plus horrible dans cette partie, c'est que personne ne la soutient vraiment dans son entourage, elle est seule. Que ce soit Annette ou le colonel Karlstahl, les deux sont des moins que rien. Annette, déjà vu son comportement général depuis le début, je sentais que c'était une mauvaise fille. Juste le moment où elle choisissait celui qui pourrait devenir son partenaire comme si elle choisissait un t-shirt le montre assez bien. À dire qu'au début elle faisait mine de s'inquiéter pour Lena comme une amie en lui proposant de la rejoindre dans son travail et d'aider celui de handler car c'est un métier assez dangereux. Et le fait qu'on voit ensuite sa vraie face avec Lena, ça m'a encore plus dégoûté du perso. Et qu'ensuite on apprenne qu'en plus elle a dénoncé la famille de Shin plus jeune au moment où la guerre a été déclarée. Elle a osé dire que Lena était pire qu'elle et qu'elle la déteste car Lena a gardé son unité vivante jusqu'au bout alors qu'ils finiraient tous obligatoirement par mourir. En mode Lena est plus sadique qu'elle alors que concrètement c'est pas le cas car c'est Annette la seule merde ici. Là où son père ne supportait plus ce qu'il a infligé au 86 avec ses travaux pour créer les Pararaido, quel accent japonais de ouf, et s'est donné la mort par remords, Annette préfère fuir ses actions passées et essayer de garder un rôle de méchant. Rôle qu'elle n'arrive pas à supporter car elle essaie également de dissuader Lena qu'elle est complice de l'atrocité que subissent les 86, comme pour essayer d'alléger le poids de ses actions, alors que depuis le début Lena est la seule qui veut changer leurs conditions. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant satisfait devant un anime que lorsque Lena utilise la pression psychologique sur Annette en disant que celui qu'elle a dénoncé dans son escouade et que si madame qui n'assume pas et est tourmentée par son passé veut savoir ce que ce chien est devenu et s'il lui a pardonné, elle doit aider et donc pirater ce système de bombardement pour pouvoir lancer des ogives. En fait en soi Annette a pas tort car Lena est un démon, mais elle se comporte comme ça avec ceux qui sont également des démons, héhé. D'ailleurs ce moment je l'ai également kiffé car juste avant on nous montre comme Lena envoie chier le colonel Karlstahl, lui aussi je peux pas le blairer. Quand il annonce la vérité à Lena sous le sort des 86, il joue le philosophe en mode « Nous vivons dans une république horrible qui cherche à effacer toute trace des 86, car si le traitement qui leur a été réservé est révélé, le pays perdra de son honneur et de son prestige. » Et que donc il n'y a pas d'autre choix que de suivre les directives ou fermer les yeux et ne pas agir, deux cas de figure que beaucoup d'habitants de San Magnola font. Ce mec est vraiment le pire des lâches, à dire qu'au début il disait être admiratif du père de Lena et de son idéologie. C'est magnifique que Lena réussisse à le contredire en soit un élément pressant de l'escouade, du moins de la mission de suicide visant à les exterminer volontairement. Maintenant, j'ai rapidement envie de traiter de la relation entre Lena et l'escouade Spearhead. On a le droit ici à un développement classique mais qui est très bien ficelé. D'abord, Lena est rejetée et pas respectée, surtout par Ika ou Kurena par exemple. Puis petit à petit, ça change car Lena apprend de ses erreurs, cherche à les comprendre, demande à connaître leur nom à tous, vient chaque soir en convo comme si c'était Discord. Les membres s'attachent à elle et commencent à l'apprécier et l'accepter de plus en plus, au point où à la fin, les 4 survivants lui laissent une photo de toutes les squads avec les noms et des notes dessinées à Lena. Ça reste classique mais encore une fois, c'est ce qu'il fallait qu'il arrive. Bon, maintenant on va passer au plus croustillant, le développement de Shin. Plus on avance, plus on comprend sa mission, surtout au moment où il annonce à Lena le sort réservé aux 86. La fin du chemin où Shin doit arriver, c'est pas la sortie de la guerre, mais c'est la mission suicide où ils sont envoyés volontairement pour être tués. Et oui, l'histoire comme quoi au bout de quelques années de service, les 86 peuvent rentrer chez eux, c'est faux. Et comme le dit Raiden, c'est leur choix de faire cela, ils ont bien réfléchi et même s'ils aident la République en allant à la mission, bah ils préfèrent cela que d'essayer de fuir ou de laisser les ennemis légion passer. Là au moins, ils rejoignent la mort de manière volontaire.
D'ailleurs, je trouve que ce moment était très intéressant, déjà que les commandants Alba qui venaient livrer des munitions ou autre chose aux 86 les insultaient et les rabaissaient. Là, on apprend que même dans les 86, il y a de la discrimination car parmi les membres, il y a des gens avec du sang Alba comme Anju qui ont subi du harcèlement à cause de ça. Donc en plus de montrer qu'il y a des merdes d'un côté comme de l'autre, là on te montre également qu'ils n'ont pas d'alliés mais que des ennemis, donc tu comprends leur choix et personnellement je sais que j'aurais fait pareil à leur place. Revenons à la vraie mission de Shin, donc de retrouver son frère, et bordel que leur histoire est triste. Son frère est mort et est devenu un berger, donc son cerveau a été utilisé par l'Empire de Djihad pour en faire devenir un soldat autonome qui possède son libre arbitre bien qu'il soit mort et est très intelligent et tacticien. Retrouver son frère ici, c'est synonyme de le tuer définitivement, son frère qui à cause du système politique de Salmaniola a failli être poussé à tuer Shin plus jeune qu'il aimait tant et voulait protéger. Quand il apprend la mort de ses parents, il met directement la faute sur Shin qui a causé cela entre guillemets, car il a parlé avec Annette qui a dénoncé sa famille. Alors que concrètement le problème ici c'est le système du pays, le sort qu'il réserve aux 86, mais ça le frère l'a compris trop tard. Il est mort sur le champ de bataille avec ce regret qu'on pouvait déjà voir lors du flashback quand il a sauvé Lena quelques années plus tôt. Et là les retrouvailles sont significatives d'au revoir définitif, et je dois dire que j'ai adoré le moment où Shin fond en larmes quand il tue son frère pour de bon. Ça, c'est un développement réaliste. Marre de ces développements pseudo-badass avec des personnages impassibles, peu importe ce qui leur arrive. Là, on a un gamin qui a gardé trop de responsabilités en lui. En plus de devoir tuer son frère, il devait achever ses coéquipiers pour pas qu'ils deviennent des moutons noirs armés de l'Empire de Djihad. Je crois qu'à un moment, il a carrément dit qu'il devait avoir 600 plaques de coéquipiers morts. Et surtout que dès que la réalité éclate, on comprend que garder ces plaques, c'est pas pour les ramener hors de la guerre comme remplacement d'un cercueil une fois le service terminé vu que c'est faux. Mais que ces plaques, Shin les garde pour métaphoriquement ramener ses coéquipiers au bout du chemin, c'est autant beau que triste. Shin était psychologiquement impacté et une fois libéré de son fardeau, il se relâche et devient plus naturel autant avec lui qu'avec les autres. C'est ce qu'il lui fallait comme développement et rien d'autre aurait été mieux. Et même si c'est logique que ça arrive, je dois dire que je suis dégoûté de savoir qu'il est mort et que si on le revoit dans la suite, ça sera en tant qu'ennemi de Lena comme berger. Maintenant, place au développement de Lena. Bah quoi dire à part que c'est génial. Chaque épisode, elle apprenait de ses erreurs, autant avec les squads qu'avec les autres humains. Elle a fait des efforts pour ne plus être impuissante et agir pour changer le sort des 86. Bon, elle n'a pas réussi pour tout le monde, mais au moins pour quelques membres de son escouade. Et surtout, elle n'a pas changé de philosophie et de comportement qui en soi dès le début est parfait. Même quand elle se faisait pas respecter par des 86 comme Rika, ou même en entendant les voix ennemies, elle est restée comme elle est et n'a pas lâché son poste de Hunter. En gros, malgré les difficultés auxquelles elle fait face, elle reste droite dans ses baskets et agit réellement, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle n'a pas hésité à faire des fucks à Salmaniola pour aider Shin et le groupe, n'hésitant pas à utiliser Annette pour obtenir les ogives comme je l'ai mentionné plus tôt. Elle voulait également que le groupe fuit en apprenant la mission suicide où il serait envoyé, peu importe si la défense du pays serait mise en danger. Le moment où elle prend le contrôle de l'œil de Raiden alors que ça aurait pu porter atteinte à sa vue ou qu'elle crie Shin pour le motiver dès qu'il combattait son frère est incroyable. Ça montre parfaitement comment elle s'est attachée au groupe et est prête à tout sacrifier pour les aider. Ça m'a trop fait de la peine quand elle a couru et a fini par pleurer dès que le groupe quitte le territoire et que Shin coupe la transmission, puis la remercier et lui souhaite bonne chance avec sa prochaine escouade. Lena ne souhaitait pas les perdre car, ironie de la situation, mais les seuls êtres proches d'elle qui l'ont soutenue sont les membres de l'escouade Spearhead, et en particulier Shin. Le moment au dernier épisode où elle lit les notes des 5 et récupère le chat le montrait très bien, et malgré qu'elle soit attristée dans la disparition, ça l'a vraiment motivée pour la suite. Un peu comme le groupe qui voulait atteindre le bout du chemin tant qu'il serait vivant, Lena va se battre et affronter son destin jusqu'au dernier souffle. Ah vraiment pour ce perso j'ai juste hâte de voir comment elle sera développée dans la partie 2. Pour le développement de la relation entre Shin et Lena, on peut dire que ça a été classique mais très bien. Au début, Shin semblait ne pas calculer Lena, comme quand il lui dit qu'elle n'a pas besoin de venir parler au groupe le soir ou de s'inquiéter pour leur sort et demander leur nom. Mais une fois que Shin donne le nom de tous les membres, les deux commencent à se confier avec des sujets de plus en plus intimes et ça évolue jusqu'à que les deux restent souvent pour parler en solo. Comme quand Lena lui dit qu'elle doit se rendre à une soirée et qu'elle préférerait rester avec eux au cas où il y aurait une attaque et que Shin lui dit qu'il a le droit d'avoir une vie privée. Ou le moment où Shin veut que Lena coupe la transmission car il s'inquiète pour elle si elle entend les cris des moutons noirs. Mais je pense que leur relation monte d'un cran au moment où Shin apprend que Lena a rencontré son frère il y a quelques années. Ça a totalement rapproché les deux personnages qui ont eu désormais un élément en commun. Et on le voit directement l'épisode d'après quand Shin demande à Lena de se souvenir de tout le groupe et que Lena répond que ça sera le cas et qu'elle ne la laissera pas mourir. Dès ce moment, Lena devient un soutien psychologique pour Shin et c'est réciproque au point où les deux deviennent honnêtes entre eux. Surtout pour Shin qui cache jusqu'à là la vérité à Lena, lui faisant croire que le groupe pourrait être sauvé de la guerre. Mais Shin finit par lui dire la vérité sur la situation et Lena veut que le groupe ne meure pas. Même en jeu dans l'épisode 10, souligne à quel point Lena était importante pour Shin pour qu'ils ne sont pas dans la solitude d'un dieu de la mort. Et je suis sûr que même au moment de revoir l'épisode 10, bien que Shin ne le montre pas, ses réactions, je pense qu'il était autant atteint que Lena de devoir se séparer, elle qui l'a bien montré pour le coup. Le dernier point dont je veux parler et dont il me semble que je ne l'ai pas traité, c'est comme l'anime joue sur l'horreur psychologique et non visuelle.
J'ai beaucoup apprécié qu'on nous montre plus comme c'est horrible d'entendre les voix des moutons noirs de Légion qui crient au regret et au désespoir que de l'horreur physique, c'est-à-dire des morts et de la guerre en général. Le moment où Lena croit entendre Kay lui crier dessus qu'elle ne va pas mourir l'a montré parfaitement, ou les nombreuses fois où elle entend des membres mourir mais qu'on ne voit pas la scène explicitement. Comme quoi pour montrer de l'horreur il n'y a pas forcément besoin de trucs explicites et hardcore. Bon, je pense avoir traité de tout ce qui était important dans la review et dans la critique. Je sais que par exemple, j'ai pas parlé de petits trucs comme l'évolution psychologique de Hanju, mais si je commence à faire ça pour chaque détail, ma vidéo va durer 40 minutes. Et désormais, ce qui reste à faire, c'est attendre la deuxième partie pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Lena et les prochains membres de l'escouade. Car oui, je ne pense pas que dans l'épisode spécial, on nous montrera que Raiden, Hanju, Shin et Kurena ont survécu, déjà qu'on nous montre explicitement que Shin a la tête découpée. Maintenant, on peut parler de quand va arriver la deuxième partie de la saison. Et logiquement, comme toutes les autres parties 2 de saison, ça devrait arriver dans l'année, et perso j'espère pour cet automne, ou sinon ça sera en hiver 2022 ou au pire des cas printemps 2022. Et logiquement, je suis carrément sûr que la date de la cour 2 sera dévoilée à la fin de l'épisode spécial qui sortira la semaine prochaine, car dans le tweet que la page officielle de 86 a fait dessus, ils teasent bien le fait de rester jusqu'à la dernière minute de l'épisode. Si c'est pas une façon de dire qu'ils vont annoncer la date de sortie de la deuxième cour, je comprends pas, et comme d'habitude j'indiquerai en commentaire quand la date sera annoncée. Pour ma part, je considère 86 comme étant le meilleur anime de cette saison avec Vivi, et donc ça va être dur d'attendre la suite mais pas le choix. Heureusement que de bons animes vont arriver encore cette année, de quoi pouvoir patienter tranquillement jusqu'à la partie 2. On arrive à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, mettre le j'aime et t'abonner. N'hésite pas à donner ton avis sur cette première partie en commentaire, dire ce qu'il t'a plu ou pas, si tu es d'accord avec ma critique et ma review, et ce que tu attends pour la deuxième partie, enfin si tu lis pas le light novel, car sinon c'est pas drôle, faut jouer les jeux, et oui pas de triche ici, et sur ce je te dis à la prochaine.